Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Cette année a été celle de votre envol selon le Maine Libre. Vous êtes passé de l'anonymat, ou presque, au statut de ministre, donc responsabilité d'ailleurs que vous vous étiez préparé à ne pas obtenir. Mais ce n'est pas à votre dépens que François Hollande, que vous accompagnez au plus près depuis 10 ans, a choisi de manifester son ingratitude, qu'il revendique d'ailleurs désormais comme chef de l'État. On parlera de la présidence Hollande et de vous, avec Perrine Tarnaud tout à l'heure, Perrine Tarnaud de Public Sénat, et avec Samir Tounsi de l'agence France Presse, notre partenaire, des premières décisions prises ou attendues de la place et de l'avenir du Parti Socialiste. Vous voulez un PS rangé derrière les couleurs du hollandisme pour rester au pouvoir 10 ans, ainsi que vous l'écrivez dans une tribune publiée par Le Monde. Notez que les téléspectateurs interviennent au cours de cette émission par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. D'abord, au risque de vous choquer, en plein drame social, est-ce que le volailler doux mérite d'être sauvé? Vous défendez un élevage de qualité. Doux ne fait cuisiner des poulets de selon le critique gastronomique du Monde 2 qui pose cette question sacrilège. Il pose cette question, il oublie une chose, c'est que derrière l'entreprise Doux, le nom, il y a 4000 salariés, 800 à 900 éleveurs. Et c'est ça qui m'importe, et qui importe aussi Arnaud Montebourg et Guillaume Garot qui travaillent avec moi maintenant. Oui. C'est de cela dont il s'agit. Et en même temps, il s'agit d'une production de poulet, de bas de gamme, certes, oui, mais qui aujourd'hui en France voit 40% de notre consommation être importée. Donc les deux réunis méritent que l'État, dans la mesure de ce qu'il peut faire, soit à l'écoute et surtout cherche à trouver une solution pour éviter le dépôt de bilan. Mais ces éleveurs, ils sont 800, bien sûr, on pense à eux. Ils sont entraînés dans une course folle depuis des années par Doux, on le sait. Ils produisent au bout de 50 jours des poulets qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'eau. Qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas d'eau, qui est des poulets qui avaient des débouchés à l'exportation jusqu'ici, qui ont bien sûr, sûrement, il y aura à réfléchir sur l'évolution de cette filière. Oui. On ne peut pas dire que ça soit... Qui est représenté aussi par les poulets de Bresse et les poulets de Gers ou de Loué, hein, c'est autre chose. Oui, mais là, il faut que vous sachiez quand même que les poulets de Bresse ou les poulets de Loué, c'est un poulet qui coûte plus cher que tout le monde. Et ça, je vais le dire ce soir de manière très claire. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui n'ont pas accès quotidiennement à la nourriture. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est comme la question de la santé. Et donc on a un problème dans une crise comme que nous traversons avec le chômage que nous connaissons. Aujourd'hui, on a un problème d'accès à la nourriture. Donc on ne peut pas considérer que tout le monde doit manger du poulet de Bresse, malheureusement. Malheureusement. Et il y a en France, en plus, des gens qui consomment du poulet, mais pas rôti, pas complet. Ça reste d'ailleurs une spécificité française, qui est liée au modèle du repas français. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui consomment du poulet autrement, des cuisses, des ailes, ou qui consomment du poulet dans différents produits. Donc on est bien obligé de répondre à cette demande-là. Bon, aujourd'hui, les syndicats du volailler doux craignent la casse sociale et le dépeçage de l'entreprise. Bien sûr. Ils auront les deux. Non, je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'offre qui a été faite aujourd'hui, et il y en aura peut-être d'autres, puisque le tribunal n'a pas encore décidé, il y a des reprises qui sont proposées, elles ne sont pas suffisantes. On doit travailler pour améliorer, en particulier au niveau social, ce qui est proposé aujourd'hui. C'est tout le débat que nous pouvons avoir, et c'est le débat que nous aurons dans les semaines et dans les jours qui viennent. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune possibilité de pérenniser une grande partie de l'activité. Ça, c'est déjà acté. Maintenant, il faut qu'on progresse. D'accord. Est-ce que le patriarche Charles Doux, qui a 75 ans, devra rendre des comptes? Mais écoutez, le patriarche a été celui qui a piloté et dirigé cette entreprise pendant des années. Il y a eu la phase d'expansion, et puis il y a eu après des phases catastrophiques de choix stratégiques qui remettent en cause aujourd'hui la viabilité et la pérennité de l'ensemble de l'outil. Il a fait des investissements au Brésil inconsidérés, et aujourd'hui, il y a une dette de plus de 300 millions d'euros qui pèse sur cette entreprise et qui pèse sur lui. Les comptes, il les rend déjà à travers les comptes, il faudra qu'il les rende personnels, déjà. Il faudra qu'il rende des comptes. Il y aura des comptes à rendre. Sous quelle forme? Écoutez, par le fait qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle il se trouve, la proposition qui est faite, c'est une reprise, mais pas avec Charles Doux. Sans lui. Écoutez. Il a tout fait pour s'accrocher. Il s'accroche. Il s'accrochera, sûrement. Mais c'est fini.
Moi, je pense que pour relancer cette activité, il y aura une difficulté à ce qu'on reste dans un périmètre qui soit décidé par Charles Doux. Donc l'avenir du volailler doux se fera sans Charles Doux. Voilà ce que vous nous annoncez L'avenir du volailler ce soir. doux se fait avec l'objectif de pérenniser l'activité, les salariés et surtout les producteurs de volailles. Alors vous connaissez bien votre secteur ministériel, hein, Stéphane Le Foll, vous l'avez suivi comme député européen. Est-ce que vous le voyez comme un secteur industriel? Il y a les deux. C'est un secteur qui comporte une diversité très grande, à la fois des circuits courts, de la production agricole d'abord, donc l'agriculture, secteur primaire. On a oublié ça dans notre vocabulaire. Et ça existe, et c'est important. Et j'entends bien défendre ce secteur primaire. Et puis ce secteur primaire, il a aussi un secteur secondaire, c'est ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire, qui a diverses formes. Il y a des petits de transformation, il y a des circuits courts, il y a des circuits moyens, et puis il y a de la grande industrie. Donc on est à la fois dans le domaine du primaire, l'économie et le secteur primaire, et aussi dans le domaine du secteur secondaire. Donc vous vous êtes confronté à différents segments du marché, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes confronté à des lobbies dans votre activité professionnelle, ministérielle, alors j'ai envie de dire plutôt? J'ai vu que vous aviez reçu des cadeaux dès votre nomination. Oui, que j'ai renvoyé au domaine, donc... Des foulards, de marques, voilà. qui tentait de vous séduire? Je ne sais pas, parce que je ne m'en suis pas préoccupé. Oui. J'ai renvoyé tout ça au domaine. Donc ceux qui veulent me séduire, il faut qu'ils aient des propositions. Et ces propositions, elles portent sur des grands sujets. L'avenir de l'agriculture française, la prise en compte de l'environnement, l'avenir de l'industrie agroalimentaire et de la transformation de l'ensemble des produits, et puis la pérennité de l'agriculture et des agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Ceux-là sont reçus, les discussions sont faites. Après, il y a des gens qui défendent des intérêts. Vous pensez bien que dans tous les domaines, des gens défendent des intérêts. La question du cruiser au SR, décision prise, eh bien vous avez vu que l'entreprise qui commercialise ce produit... Alors c'est le pesticide tueur d'abeilles, vous l'avez interdit tout de suite. Voilà. Bon, elle n'est pas contente. Elle le fait savoir. Est-ce que vous êtes prêt, malgré ces réticences, ces résistances de certains lobbies industriels? J'en ai fait la preuve. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Parce que par exemple le cruiser, vous l'avez maintenu par exemple pour le maïs. Oui, quand je juge, parce que je juge sur des faits scientifiques, j'avais eu à la fois ce qui avait été produit par la revue Science et ensuite l'avis qui avait été donné par l'ANSES. Sur cette base-là, je n'ai pas hésité. Alors en fait, c'est la haute autorité. La haute autorité. Qui a eu des avis divergents. Oui, sauf que là, elle a validé l'étude qui avait prouvé que cette famille de molécules, en particulier pour le colza, avait des conséquences très importantes et très négatives sur la capacité des abeilles à retourner à la ruche. D'accord, mais là, on prend une décision. Vous prenez une décision. Il y en aura d'autres, parce que par exemple, en ce moment, le Sénat fait voyager un peu partout en France une mission d'information sur les pesticides, qui donc multiplie les visites sur les terrains. Est-ce que vous allez éventuellement interdire d'autres pesticides demain? Mais ça va dépendre de l'évaluation, de la nocivité de ces pesticides. Moi, le principe plutôt large qui va me guider, c'est comment je fais pour changer les modèles de production et limiter le recours aux pesticides, de la même manière qu'aux herbicides. C'est un enjeu, non pas simplement un enjeu environnemental, bien sûr, et c'est en même temps un enjeu économique. Une question. C'est ça le débat, c'est pas simplement l'interdire. Une question très simple. Votre prédécesseur au ministère de l'Agriculture avait autorisé le retour des épandages par avion. Ça n'était pas autorisé dans le Grenelle de l'environnement. Est-ce que là, vous allez poursuivre dans cette voie ou pas? On connaît le danger là, pour les populations. Il y a des dangers. Et il y a des problèmes aussi qui sont liés spécifiquement, ça ne peut être que par dérogation sur un problème ponctuel lié à une maladie qui se développe rapidement et sur lequel il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Ça ne peut être que dans ce cas-là. On doit sortir de cette logique, comment dirais-je, qui a consisté à utiliser les produits chimiques d'une manière massive. La continuité, donc il y aura des dérogations. Bah oui, quand il y a des problèmes et quand je n'ai pas l'alternative, c'est difficile de faire autrement. Ah d'accord. Bon, donc c'est un recul par rapport au Grenelle de l'environnement. C'est pas un recul par rapport au Grenelle de l'environnement, puisque vous savez très bien que dans ce Grenelle avait été prévue la règle. Elle ne souffre que de dérogation dans les cas ultimes. Donc je reste sur cette logique-là. Et toute la question qui est posée, c'est pas simplement de dire je vais interdire les épandages quand il y a un gros problème, c'est de, je vous le répète, changer les modèles de production pour éviter le moins possible d'avoir recours à la chimie et le plus possible à la nature. Alors, à la nature, est-ce que les OGM peuvent être une alternative aux pesticides, aux produits phytosanitaires? Est-ce que nous sommes, selon vous, trop peureux face à ces organismes génétiquement modifiés? Il faut que vous sachiez qu'il y a deux types d'OGM aujourd'hui qui sont mis sur le marché. Des OGM qui résistent à des herbicides,
Hein, vous avez un OGM, une plante, un maïs en l'occurrence, il résiste à un herbicide spécifique. Vous sulfatez l'herbicide, il ne reste rien que la plante qui y résiste. Premier OGM. Deuxième OGM, c'est les OGM qui produisent eux-mêmes des pesticides. Et ça ne me convient pas du tout. Ah d'accord. Ça ne me convient pas du tout. Et qu'on ne vienne pas me raconter qu'avec ce genre d'évolution, on va changer et faire évoluer les choses. Non, il y a bien d'autres techniques, d'autres modèles de production qui permettent de faire beaucoup mieux sans avoir recours à ce type d'OGM. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs qu'ensuite, sur des questions d'évolution génétique, pour que les plantes améliorent en particulier un certain nombre de qualités qui peuvent être recherchées, résistance au stress hydrique, je prenais le cas de la betterave sur un peu plus de sucre dans la betterave, ça, c'est des évolutions qui peuvent être intéressantes et qui, dans le cadre d'un développement dans la nature, ne posent pas de problème. Là, on a quand même des OGM qui sont résistants à certains herbicides. On a aujourd'hui aux États-Unis des plantes qui deviennent résistantes elles-mêmes à ces herbicides. Et donc, il y a un problème ensuite pour la nature de manière globale et surtout pour les productions agricoles. À propos de la nature, est-ce que vous êtes derrière les éleveurs de Haute-Savoie ou des Vosges qui perdent leurs troupeaux en ce moment en raison de la présence de loups? On parle même de meutes dans les Vosges aujourd'hui. Il y a un problème de cohabitation sérieux qu'il faudra... Votre avis, vous, comme ministre? Mais mon avis, comme ministre, il y a des prédateurs qui sont arrivés, il y a deux solutions, on éradique tout. Et je réponds à la question, est-ce que c'est ça la solution? Non. Je pense qu'il faut qu'on trouve des voies et des moyens. Mais je comprends aussi en même temps que les éleveurs aujourd'hui trouvent que dans les conditions actuelles, eh bien c'est payer cher la présence des prédateurs. Donc il faut qu'on trouve des voies et des moyens pour faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là, malheureusement. D'accord. On a parlé des lobbies. Est-ce que pour vous, la puissante FNSEA est un lobby? Non, c'est un grand syndicat qui défend les intérêts de son syndicat. Je ne vais pas trahir là quoi que ce soit, de la même manière que la Confédération paysanne défend un certain type d'agriculture et un certain nombre d'agriculteurs. Est-ce que vous allez œuvrer pour une plus grande diversité des syndicats agricoles? J'ai fait déjà des propositions de réforme dans le cadre des élections professionnelles et des chambres d'agriculture, pour en particulier favoriser la représentativité au niveau régional, assurer aussi une majorité pour pouvoir gouverner les chambres d'agriculture, mais on avance et je continuerai à faire des propositions dans ce domaine. Alors, je note que dans la situation économique si difficile que nous traversons, les agriculteurs voient leurs revenus augmenter. Vous allez vous-même devoir accompagner la réforme de la politique agricole commune. Vous avez annoncé également une loi cadre de l'agriculture, sur l'agriculture, ce sera pour l'an prochain. On n'a pas compris à quoi servait auprès de vous Guillaume Garot, donc comme ministre délégué à l'agroalimentaire. Oui, vous l'avez cité il y a un instant, mais on s'est dit il est là uniquement pour apaiser la colère de Ségolène Royal. D'abord, c'est un ami, Guillaume Garot, maire de Laval, député, et qui aujourd'hui et demain va suivre toute la question posée par le groupe Doux en particulier, qui va mener aussi ce qu'on avait anticipé et prévu, et c'est lui qui en aura toute la charge, des grandes tables rondes sur l'avenir de l'industrie agroalimentaire. Et bien sûr, dans ce domaine-là, il y a un rôle, et ça me permettra, moi, de me concentrer sur une grande question qui est la réforme de la politique agricole commune. Très bien. Allez, le gouvernement est à l'œuvre dans un contexte budgétaire difficile. Vous avez reçu votre lettre de cadrage, comme l'on dit. Alors, quel est le montant des économies à réaliser pour vous? Quelles sont les conséquences dans la gestion du ministère de l'Agriculture? Vous allez pouvoir nous le dire. Mais d'abord, avant d'accueillir Samir Tounsi de l'agence France-Presse qui nous attend, l'enquête de Marie Brémaud. Le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt n'est pas épargné par la cure d'austérité générale. Bien au contraire, il se murmure même que le portefeuille de l'agriculture serait des plus exposés. Mais pour les syndicats, l'heure de la rigueur a sonné depuis bien longtemps. En 10 ans, le ministère a perdu 8000 agents. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 36 000. Je me demande où on va trouver les économies au niveau du ministère de l'Agriculture. Soit deux choses, on les prend sur les effectifs, et je voudrais rappeler qu'en matière d'effectifs, le ministère de l'Agriculture a déjà plus de 1000 départs en retraite tous les ans depuis 2002. 10 000 agents sont partis, remplacés, 3 départs par une embauche. Les enseignants agricoles représentent la majeure partie des effectifs du ministère de l'Agriculture. Ils ne dépendent donc pas du ministère dit prioritaire de l'Éducation nationale. Alors même si au cabinet de Stéphane Le Foll, on promet l'ouverture de postes dans l'enseignement agricole, les craintes persistent au vu d'une réalité dégradée. On assiste à des fermetures de classes, à des fermetures y compris des fois, ou à des regroupements d'établissements. Ou alors on pousse effectivement les jeunes soit aller vers l'enseignement privé ou vers l'apprentissage.
Au-delà des effectifs, il faudra au ministre arbitrer les dépenses d'intervention, ce qui signifie externaliser, privatiser certaines missions. Dans le viseur du ministère, le contrôle sanitaire des abattoirs. On envisage, j'ai cru comprendre, de supprimer ces contrôleurs pour y mettre des salariés des abattoirs, par exemple. Bien entendu, il y a des risques alimentaires derrière. Ces gens-là sont formés, ils sont assermentés, on mettre un salarié qui a un pouvoir hiérarchique au-dessus de lui, bien entendu, c'est pas la même chose. De nombreuses pistes d'économie peuvent être envisagées. Suppression de certains opérateurs, ces établissements publics qui dépendent du ministère. Transfert des compétences aux collectivités locales. Les syndicats ont eux de nombreuses doléances à exposer au ministre lors des négociations en interne qui ont lieu tout au long du mois de juillet. Voilà, Samir Tounsi de l'agence France-Presse est avec nous. Bonsoir Samir. Vos questions au ministre de l'Agriculture. Bonsoir. Stéphane Le Foll, La Rigueur, un mot tabou pour un gouvernement de gauche? Non mais personne n'a caché pendant cette campagne présidentielle qu'il allait être nécessaire de faire des efforts compte tenu de la situation économique qu'on connaissait et compte tenu de ce qu'on a pu mesurer et trouver en arrivant. Personne n'a dit autre chose. Donc il s'agit d'être conforme aux objectifs qu'on s'est fixés, à la fois de réduction des déficits budgétaires, 4,5 cette année, 3 l'année prochaine, pour un objectif de 0 en 2017. C'est ça qui reste la ligne. Donc on a besoin de rester conforme aux engagements qui ont été pris par le président de la République. Alors on appelle ça de la rigueur, mais c'est une gestion rigoureuse d'un budget dont qu'on sait aujourd'hui ne pas pouvoir étendre le périmètre sans risque. Si on veut retrouver de l'indépendance et de la souveraineté face au marché financier, il faut qu'on réduise notre déficit budgétaire et il faut qu'on évite de faire exploser la dette. Vous voyez ce qui peut se passer dans d'autres pays, on a intérêt d'être extrêmement vigilant. Donc c'est simplement une question de bonne gestion. Je voudrais revenir sur une question qui concerne directement votre activité de ministre de l'Agriculture, une question un peu technique qui s'appelle la contractualisation. Depuis la loi de modernisation de l'agriculture de votre prédécesseur, les producteurs et les industriels qui leur achètent leurs produits, le lait, doivent passer un contrat. Vous savez que les producteurs laitiers, notamment, j'ai la lettre d'un producteur laitier du Maine-et-Loire sous les yeux qui rappelle que dans la filière laitière, 53% de la marge est faite par les industriels et 30% par la grande distribution, ce qui explique la détresse du monde agricole aujourd'hui. Et il ajoute à propos de ces fameux contrats, pourquoi un contrat de 5 ans sans prix? Vous savez qu'il n'y a pas de prix plancher dans ces contrats. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet agriculteur dans une lettre qui vous était adressée? D'abord, vous savez, oui, je sais. Et je vais avoir un rapport qui va être donné et délivré le 13 juillet, c'est-à-dire vendredi, que j'ai demandé pour faire le point sur cette contractualisation laitière. Il faut que vous sachiez qu'il y a des contrats qui sont différents selon les industriels aujourd'hui et qu'il était nécessaire pour le ministre de l'Agriculture de faire le point. Quels sont les objectifs à partir de là que je vais chercher à poursuivre? Il y en a deux majeurs. Le premier, c'est de permettre aux agriculteurs, producteurs laitiers de pouvoir s'organiser. C'est la question des groupements qui peuvent négocier avec les transformateurs, ce qui donne plus de poids aux producteurs par rapport aux transformateurs. Et la deuxième question, qui était dans le paquet lait d'ailleurs européen, que j'avais moi-même négocié à l'époque, c'est de tenir compte de la question des prix. Il y a dans certains contrats aujourd'hui aucun prix de fixé, c'est négocié mensuellement. L'objectif que je vais essayer de mettre en œuvre, c'est d'avoir une négociation qui pourrait prendre en compte une durée de prix plus longue. Et dans le paquet européen, le fameux paquet lait qui avait été adopté, on avait une durée de 6 mois. 6 mois, Voilà. D'accord. Donc vous pouvez, pour être clair, vous pourriez garantir aux producteurs laitiers, pour qui c'est une question vraiment cruciale, que dans quelques mois, ils passeraient des contrats avec, par exemple, Lactalis, pour ne pas le nommer, qui prévoirait un prix pour 6 mois. C'est une négociation que je vais À quelle échéance? Dès cet été? Le 13 juillet, je reçois le rapport qui va faire le point sur l'ensemble des contrats. Et je vous le dis, il y en a qui sont différents les uns des autres. Donc il y a des clauses de prix, par exemple, qui ont été prévues par certains transformateurs et pas par d'autres. Donc je vais faire le point. Je rendrai public ce rapport pour que ça soit transparent. Et à partir de là, j'engagerai une négociation. Avant de revenir à des questions purement politiques, vous envisagez toujours d'étendre la politique de contractualisation à la filière viande? Alors, au vu de ce que je vais avoir à mettre en œuvre au niveau de la contractualisation laitière, j'ai déjà engagé quelques discussions, prise de contact avec un certain nombre de filières pour savoir si ça les intéressait, dans quelle mesure ça les intéressait. Et ce que j'ai dit là, ce que je viens d'annoncer, ou enfin de dire, quelle est ma logique, ça intéresse. Donc au niveau des interprofessions, en particulier bovines, ça peut intéresser. Donc je vais faire le point sur le lait, je vais essayer d'engager la négociation sur les bases que j'évoquais, et après,
il est possible qu'on étende cette contractualisation avec un objectif simple, hein, c'est de permettre aux producteurs d'être organisés, d'avoir des filières organisées, de ne pas remettre en cause l'équilibre économique des transformateurs, mais de faire en sorte que les producteurs soient aussi un peu entendus. Très bien. Nouvelle règle du jeu. Vous avez été pendant des années le directeur de cabinet de François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, avant d'être 11 ans. 11 ans. Vous avez occupé ce rôle quand le Parti socialiste, quand Lionel Jospin était Premier ministre. Une question, là, vous avez encore plus de pouvoir. À quoi sert un parti de gauche quand il a l'exécutif, quand il a le Parlement, quand il a les plus grandes villes? On va vers un parti qui semble aller peu à peu vers une politique de parti croupion. Voilà, alors, pour vous répondre, ayant vécu les deux périodes, celle d'un parti dans la majorité, avec un Premier ministre, et celle d'un parti dans l'opposition. Un parti dans la majorité, d'abord, il a des échéances électorales majeures à préparer. Il y en aura dès 2014. Donc le Parti socialiste n'est pas sans travail. Il y a là l'occasion de justifier l'existence d'un grand parti comme le nôtre. Deuxième point, un grand parti, dans la majorité, est un parti nécessaire pour le débat démocratique. Il ne peut pas y avoir uniquement un débat démocratique entre un gouvernement qui s'adresse aux Français et un gouvernement qui s'adresserait uniquement à l'opposition. Il doit y avoir un parti majoritaire qui assume un rôle démocratique dans le débat, qui fixe une identité politique, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, qui donne une lecture politique de la politique qui est conduite et qui l'assume comme une identité politique dans le débat démocratique. Donc c'est très important. Est-ce que le débat peut traverser le parti? Mais bien sûr, il le traversera. Toujours. Il y a toujours des débats, il y en aura des débats. Vous nous dites ça aujourd'hui, il y a 3 jours, vous souhaitiez quasiment une motion unique au congrès de Toulouse du Parti socialiste. Voilà, vous souhaitez, mais tout en disant ça, vous souhaitez une motion large de rassemblement, quasi unique, au congrès de Toulouse. Bien sûr que je souhaite un large rassemblement. Parce que je pense qu'il y a besoin, devant les Français, de se rassembler aujourd'hui. Personne ne comprendrait qu'on s'engage, après une victoire comme celle que nous venons de vivre, dans les difficultés qui sont les nôtres, dans un débat général où on referait les congrès qu'on a connus. Ça a beaucoup de sel pour les journalistes qui font les commentaires, mais je crois que devant les Français, c'est pas ça qu'ils attendent. Premier point. Deuxième point. Quelle identité politique? C'est ça que j'ai voulu dire. C'est ça qui est important. C'est pas simplement le rassemblement pour le rassemblement, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une ligne politique. Vous avez conquis le pouvoir sans ligne politique, sans identité politique? Mais bien sûr que si, c'est bien ce que je vous explique. Alors pourquoi il faut redéfinir une ligne politique Parce qu'il y a un débat au Parti socialiste, il y aura des débats. On sait très bien que le Parti socialiste connaît cette diversité. Aujourd'hui, cette victoire nécessite qu'on tire les leçons de cette victoire. Sur quoi s'est appuyé François Hollande pour gagner? Pourquoi il a rencontré les Français? 5 points clés, quoi. Rapidement. Oui, rapidement, 5 points clés. Il y a la question européenne, majeure. On est un parti européen. On doit assumer cet engagement. On va être un parti décentralisateur. Il y aura une grande loi de décentralisation. Je pense que l'identité des socialistes aujourd'hui, c'est de le revendiquer de manière claire. On a un parti, avec François Hollande, qui a défini l'idée du pacte productif, c'est-à-dire le fait qu'on passe d'une économie financière à une économie d'investissement et de production. C'est nouveau. Et je le lie, cette question de la production, à la question de l'écologie. Il y a une transition écologique à assurer. Et puis, on a un parti sur la jeunesse et l'éducation, qui est un enjeu essentiel. Et puis, il y a la République, c'est-à-dire le fait que moi j'ai constaté, après la victoire de François Hollande, l'idée qu'il y avait un apaisement et que les gens étaient très satisfaits du fait qu'on n'est plus là pour stigmatiser et diviser les Français. On va rebaptiser le Parti socialiste, alors ça va être le Parti hollandiste. Non, je pense que je tire des conclusions politiques de ce qui s'est passé. Dans la tribune que vous publiez dans Le Monde cet après-midi, vous rendez un hommage appuyé à Martine Aubry. Vous souhaitez qu'elle rempile à la tête du Parti socialiste? Moi, ce que j'ai voulu dire cet après-midi, c'est que, il fallait assumer ses responsabilités devant les Français. Et on ne peut pas se diviser pour se diviser, ou pour le plaisir d'avoir des débats entre nous, ou pour des postures internes. 2, j'ai dit qu'il fallait définir une ligne, une identité politique. Elle est liée à la victoire de François Hollande, ça me paraît quand même l'essentiel. Et 3e point, sur le reste, la discussion est ouverte. Alors je répète, je reprends ma question parce que je crois que j'ai pas eu de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous souhaitez, c'est le seul nom qui apparaît dans votre tribune avec le vôtre, est-ce que vous souhaitez que Martine Aubry rempile à la tête du Parti socialiste? Sur la question des primaires, je l'ai dit, j'étais pas forcément favorable aux primaires au départ. Et je trouve que ça a été une réussite. Donc je ne vais pas non plus faire comme si je n'avais pas à saluer ce qui s'était passé. On le sait tous, ça a été un grand moment démocratique. À partir de là, moi, la question que je pose sur la table, ce que j'évoque, c'est ce que je vous ai dit. Pour ce qui est de savoir si Martine Aubry doit ou pas rester, c'est à elle de le dire.
C'était un coup politique de maître de nommer Benoît Hamon au gouvernement. Alors c'est des âmes charitables au Parti socialiste dit qu'il est le secrétaire d'État au ticket resto. C'était un coup de maître de le nommer à ce poste-là pour étouffer la gauche du parti, pour museler la gauche du parti à l'Assemblée. D'abord, il y a deux choses. C'est pas le ticket resto, c'est l'économie sociale et solidaire. J'ai encore vu des coopératives et des coopérateurs au niveau agricole et des mutualistes. Je vous le dis quand même, c'est une économie qui compte. Deuxièmement, sur tout ce qui va être la politique de l'emploi, il y a un enjeu majeur dans cette économie. Donc le rôle de Benoît Hamon que je vais voir, et on va discuter de tout ça, il n'est pas simplement sur les tickets restaurants, il est bien au-delà sur comment on utilise cette économie sociale et solidaire pour développer l'emploi, parce que c'est quand même le sujet majeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce gouvernement a rassemblé tous ceux qui, pendant la campagne de François Hollande, se sont engagés dans cette campagne et ont soutenu François Hollande. Vous risquez pas de laisser le monopole de la contestation à la gauche de la gauche et à la rue? Il y a toujours un risque quand on est aux responsabilités. C'est pour ça qu'il faut être le plus clair et le plus net possible, à la fois sur les objectifs et les enjeux, sur les perspectives qu'on donne et sur l'identité politique qu'on représente. Si on commence à vouloir jouer tous les tableaux, à ce moment-là, c'est vrai qu'on donnera un espace à ceux qui peuvent contester. Et je comprends, c'est pas facile. Mais on l'a dit et on doit l'assumer. Mais en même temps, on doit se projeter. C'est tout l'enjeu de ce congrès et c'est tout l'enjeu de ce qui a été engagé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Je prends la conférence sociale, nouveauté quand même, démocratie sociale, pour la première fois. C'est à saluer. Et moi, je le salue. Vous comprendriez qu'une partie du groupe socialiste s'abstienne sur la ratification du paquet européen qui viendra si ça vient à l'Assemblée et quand ça viendra devant le Parlement? Moi, je pense qu'il y a un engagement européen, je l'ai dit, et qu'il y a eu un choix fait par François Hollande qui a été concrétisé. Il avait dit, il ne peut pas y avoir de traité d'austérité sans croissance et sans engagement sur la croissance et l'investissement. Vous l'avez vu, les premières semaines, ce débat a été porté et il y a eu un changement de ton à l'échelle de l'Europe. On a un sommet qui a eu lieu, qui a tiré des conclusions. Je pense que ces conclusions sont très importantes. Il y a un changement de ligne à l'échelle de l'Europe. Tous les socialistes doivent l'entendre. Donc, c'est conforme à ce qui a été l'engagement de François Hollande. On est dans une position où la France et le président de la République ont modifié et changé la ligne qui était celle précédemment posée sur la table au niveau européen. C'est ça qui compte et c'est ça l'enjeu majeur. Vous avez parlé de la conférence sociale, il y a un thème qui s'impose aujourd'hui, qui s'est imposé d'ailleurs, le chef de l'État en parlait, il en parlait moins durant la campagne présidentielle, c'est la productivité des entreprises, alléger le coût du travail. Il n'en a pas franchement parlé pendant sa campagne, reconnaissez-le. Et donc le chantier... Compétitivité, pacte productif a été pratiquement les trois grands thèmes qui avaient été déposés par François Hollande à Lorient au mois de juin 2009. Pour alléger le coût du travail, qui donc est un problème, c'est reconnu, vous ne voulez pas de la TVA, il vous reste la CSG. La question des cotisations qui est posée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cotisations sociales, et l'assiette de ces cotisations, c'est une question qui est posée. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pèse sur le coût du travail. Et il y a des pistes sur lesquelles on a des réflexions à avoir. C'est ce qu'a proposé la CSG, qui a une base plus large, la valeur ajoutée dans les entreprises, peu différent. Et puis aussi, peut-être, ça avait été évoqué, les questions de taxes sur le carbone. Samir, oui. François Hollande va nous parler le 14 juillet. C'est une tradition républicaine, c'est un usage, rassurez-nous. C'est un appel? Ah oui, quasiment. La décision est prise. Oui, quasiment. Je crois qu'il va parler, oui. Oui. Mais il va le faire sur un plateau télé, je crois. Oui, absolument. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il doit dire? Quel message? Je ne vais pas dire au président de la République ce qu'il doit dire. Il dira ce qu'il a envie de dire. Vous le connaissez bien, vous êtes un proche. Moi, je le connais bien, oui. Quel message doit-il passer aux Français après une longue séquence où il a été tenu à l'écart de la scène nationale, puisqu'il était pris par les rendez-vous européens et internationaux? Oui, mais c'était aussi les rendez-vous européens et internationaux qui concernaient les Français. La question de l'Europe, par définition, elle était très importante. Mais là, le 14 juillet, il y a eu une déclaration de politique générale, il y a un cadre qui a été fixé, il y a une grande conférence sur la démocratie sociale qui a été engagée. Il a fait un très beau discours d'ailleurs au Conseil économique et social et environnemental. Ouais. Donc je pense qu'il a de quoi, sur ces grands sujets-là, s'adresser aux Français. Voilà, mais je ne donnerai pas de conseils. On attendra le 14 juillet tous ensemble. Merci. Ça va venir vite, hein, vous le savez. Oui, il n'y a plus beaucoup à attendre. Merci, Samir. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive donc juste après cette enquête subie sur vous, Stéphane Le Foll. Craignez, Tam Dranui.
Longtemps, Stéphane Le Foll a officié dans l'ombre de François Hollande. Élu député européen en 2004, il est resté son directeur de cabinet en parallèle. Impossible de mettre fin à ce duo qui se connaît depuis longtemps, très longtemps. Stéphane a travaillé avec François pendant 17 ans. 17 ans. Donc c'est pas rien. Dur, inflexible, Stéphane Le Foll se traîne longtemps la réputation de porte-flingue. Un appareil-chic, dit-on, toujours au service de François Hollande. La fidélité, c'est notre point commun déjà à la base. Tout comme Fawzi Lamdaoui, Stéphane Le Foll a vécu la traversée du désert de François Hollande. Et dès 2008, c'est lui le pilier de ces irréductibles qui croient en l'impossible. Aujourd'hui, le voilà récompensé, nommé à la tête du ministère de l'Agriculture dont il est spécialiste. Et même dans l'opposition, on reconnaît sa compétence. Dans le casting gouvernemental, on peut avoir des doutes sur les positionnements des uns et des autres, pas en ce qui le concerne, où il est vraiment une place sur laquelle il a une autorité qui est reconnue et qui s'appuie vraiment sur du travail au cours de ces dernières années. Et pourtant, le poste a failli lui passer sous le nez. François Hollande refusant de mieux traiter ses proches que les autres. Place aux autres tendances du PS, mais aussi aux alliés d'Europe Écologie Les Verts. Des alliés qui pourraient poser problème pour le nouveau ministre de l'Agriculture. Le véritable enjeu, finalement, il est assez simple. C'est de savoir s'il va être capable de résister à la pression d'une partie de ses amis. Et il faut faire en sorte également de ne pas être dans une logique, comment dirais-je, environnementaliste, qui considérerait que l'idéal pour la nature, c'est qu'elle ne soit pas cultivée. Bref, l'ancien grognard de François Hollande trouve aujourd'hui la lumière et les problèmes qui vont avec. Ah, il n'y avait rien à craindre, vous voyez, finalement. Hein. Même M. Béchu, votre adversaire de l'UMP, vous trouve toutes les qualités. Non, mais il était à la commission agricole du Parlement européen. Il sait vous quand avez même. travaillé ensemble. Et vos voyages communs vers Bruxelles et Strasbourg ont forgé manifestement une amitié politique au-delà des divergences idéologiques. Bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir, bonsoir Stéphane Le Bonsoir. Foll. On va revenir un petit peu sur votre parcours, sur votre réputation de porte-flingue de François Hollande qui date de vos longues années de compagnonnage avec lui au sein du Parti Socialiste. C'est vrai que vous avez longtemps été ce grand type dans l'ombre de François Hollande qui avait un peu au Parti Socialiste le rôle du tueur alors que le premier secrétaire lui cultivait un peu plus ses rondeurs. Moi, j'ai jamais été un tueur. J'ai eu, par contre, une détermination sans faille à soutenir François Hollande, à le faire dans l'esprit qui était le sien, c'est-à-dire qu'il y avait aussi à composer. Je crois que le Parti Socialiste, ça lui a été reproché d'ailleurs au moment du Congrès de Reims, cette espèce de synthèse, d'équilibre qu'il trouvait toujours. Et donc moi, j'ai participé à tout ça. Donc j'étais pas plus dans une démarche de tueur, comme ça a été dit souvent. J'étais là. Vous devez exécuter les décisions. Non, j'ai exécuté personne. La preuve, c'est que tout le monde s'est retrouvé à Reims en capacité de pouvoir briguer les postes que chacun pouvait briguer. C'était peut-être pas pour vous déplaire cette image. Non, mais j'ai été à côté de François Hollande. C'est vrai, il y avait eu une formule qui avait été assez chouette, qui était moins violente que celle que vous utilisez. C'était Stéphane Le Foll est aussi carré que François Hollande est rond. Voilà, à l'époque, c'était il y a 4-5 ans. Bon, ça correspond quand même un peu à votre caractère. Moi, j'ai un caractère franc et entier. Voilà. C'est sûr, j'ai eu, je l'ai dit, une fidélité à François Hollande. Et puis j'ai une sincérité. Je suis parti en étant élu à 23 ans d'un petit village de 256 habitants. Donc j'ai une carrière qui est un peu différente. Après, du sport, prof, je n'ai pas fait ce qu'on peut faire d'autres et que je respecte. Mais j'ai donc cette caractéristique-là, voilà. Vous avez eu une vie avant d'être un homme politique et pourtant vous traînez aussi une réputation d'apparatchik. Oui, j'ai été 11 ans directeur de cabinet. Par définition, ça laisse quelques traces. Et on peut imaginer on peut penser que je n'ai rien fait d'autre. Bon, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai été là, oui, longtemps. Et donc, ça laisse cette trace-là, mais je crois que j'ai su et je sais à la fois assumer les responsabilités qui ont été les miennes et en même temps garder bien d'autres qualités que celles que vous me prêtez. J'espère. On va essayer de les découvrir. J'ai lu cette définition de votre relation de François Hollande lui-même. Je suis petit, il est grand, il est très dur et moi je suis plutôt souple, mais les durs d'apparence sont sensibles et les souples inflexibles. Est-ce que c'est un bon portrait ? C'est moi qui ai dit ça. François Hollande. François Hollande. Ouais, c'est vrai qu'il est très déterminé, François Hollande. Il a toujours apparu comme quelqu'un qui était tout à fait sympathique, avenant, et c'est vrai, hein, il a une relation, mais il a une détermination totale, la preuve. La preuve. Et ceux qui ont cru... Donc une apparence qui trompe. Hein. Oui, et ceux qui ont cru justement que c'était l'apparence qui comptait se sont brûlés les doigts pour certains. Bref, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire. Mais en même temps, oui, grand, je ne sais pas quoi, et en même temps sensible, oui, sensible comme tout le monde d'ailleurs, je le crois.
Vous dites que vous ne voulez pas revenir sur toute cette histoire de la campagne, des critiques à l'encontre de François Hollande. J'en avais tellement de critiques, si vous voulez, que j'en ai gardé quelques-unes, j'en sélectionne, mais je les oublie aussi. On peut quand même peut-être dire que c'est François Hollande qui a vu ce mot, j'ai pas de mémoire. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Il l'a dit aussi vis-à-vis de ses amis. Exactement. Oui, il n'y a pas de ses amis, de ses véritables amis. Voilà. Il est dans des choix, il les fait par rapport à des enjeux et des stratégies politiques. Et c'est ce que ça veut dire quand on est au pouvoir, pour atteindre ses objectifs, finalement on n'a plus d'amis. Je pense que ça n'a pas empêché de garder de l'amitié. Ouais, parce que quelqu'un de son entourage dit aujourd'hui de François Hollande qu'il a toutes les qualités de François Mitterrand, sauf la fidélité à ses amis. Moi, je crois pas, c'est plus compliqué. Puis vous savez, quand on est à la tête et qu'on arrive comme ça, j'ai vu tout, je suis bien placé pour vous dire que c'est jamais facile. Et donc, moi, je suis pas là pour faire des procès. Et surtout, bon, j'ai suffisamment d'années avec François Hollande pour savoir aussi qu'il a, comme d'autres, beaucoup de sensibilité. Malgré le fait qu'il soit déterminé, c'est quelqu'un de très sensible, donc je ne crois pas du tout à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il garde, et c'est sa force aussi, une profonde humanité. On a dans cette émission un partenariat avec Orange et leur application TV Check. Alors il y a des questions qui nous arrivent des internautes. Gros problème, il n'y a pas eu longtemps. Voilà. Mais ça marche aujourd'hui. Mais aujourd'hui ça marche. Une question notamment de Caroline. Vous n'avez pas peur que François Hollande s'enferme dans la solitude du pouvoir? C'est toujours une vraie question. Est-ce que le pouvoir isole? Et comment on sort de l'isolement du pouvoir? J'imagine qu'il est conscient de ce problème-là. Oui, je crois. Je crois parce qu'il a besoin, lui, d'aller au contact des gens. C'est quelqu'un qui aime bien aller à la recherche et au contact. Donc voilà, il faut qu'il trouve... Comment il se protège contre ce risque? Comment il se protège? Je pense qu'il va organiser des déplacements, il va assurer une présence. Je pense que, bon, voilà, c'est lui qui va choisir. Mais je pense que c'est vrai. Et dans le temps en particulier, il faut faire très attention à ça. Des parlementaires socialistes s'insurgent aujourd'hui contre le choix de Jean-Pierre Jouyet pour diriger la Caisse des dépôts. Grand ami de François Hollande. Exactement, très proche de François Hollande, mais il a été aussi un ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on devrait à ce titre lui barrer la route? Moi, je ne le crois pas. Il est aujourd'hui à la tête de l'agence de l'AMF, du contrôle des marchés financiers, donc il a la responsabilité de l'autorité. Voilà, je suis en train de chercher, j'avais perdu. Autorité des marchés financiers, AMF. Et il exerce cette autorité, il dirige cette autorité avec les compétences qu'on lui connaît. Il a pris des positions d'ailleurs sur la question financière, sur la crise financière qui n'était pas celle qu'on a pu entendre de la part d'autres responsables. C'est pas cette activité-là qui lui est reprochée par les socialistes. Ça a été un ministre des Affaires européennes qui est resté 1 an. Oui, mais au moment où le bouclier fiscal... Et je pense que sur la Caisse des dépôts... Ce que lui reprochent les parlementaires socialistes, c'est d'avoir été ministre dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy, au moment où le bouclier fiscal a été créé, au moment où il y avait un ministère de l'identité nationale. Est-ce que ça vous choque qu'il puisse aujourd'hui être nommé par François Hollande? Je connais bien, je connais un peu Jean-Pierre Jouyet. Et je l'ai côtoyé au Parlement européen à cette époque-là. Et je sais ce qu'il me disait sur un certain nombre de sujets que vous évoquez. Et d'ailleurs, il a quitté très vite ce gouvernement. Il a été nommé. Il a suffisamment longtemps pour. Il est resté le temps de la présidence française européenne. Vous en souvenez? Voilà ce qu'il a fait. Et je ne crois pas que dans ses prises de position, quelquefois, à quelques occasions que ce soit, il y ait eu un dérapage ou une prise de position qui ne soit pas conforme aux valeurs que nous défendons. Et la Caisse des dépôts, avec l'enjeu qu'il y a derrière de la Banque publique d'investissement, est un enjeu où il faut quelqu'un qui puisse avoir les compétences pour guider et diriger cette Caisse des dépôts. Vos députés et sénateurs socialistes critiques, vous dites qu'il faut savoir comprendre et pardonner? Il faut savoir comprendre et pardonner. Comprendre et pardonner. Pardonner, c'est pas tellement mon jeu. C'est pas mon style. Moi, je suis pas là pour le pardon. Il faut savoir comprendre. Il y a des enjeux majeurs, et en particulier cette Caisse des dépôts. Donc, il faut des gens compétents. Je ne crois pas que là-dessus, on puisse considérer que Jean-Pierre Jouyet n'ait pas les compétences. Donc, il a les compétences. J'oublie pas d'ailleurs, parce que ça c'est facile, mais il a été quoi aussi, Jean-Pierre Jouyet? Directeur adjoint de cabinet de Monsieur Delors. De Monsieur Delors. Oui, non, mais de Monsieur Delors et de Lionel Jospin. Mais voilà. Il a des titres. Il a des titres. Non, parce qu'on mais là, on parle. On n'est pas le porte-voix de certains élus socialistes, mais on reflète. Vous avez fait votre travail. Leur courroux. Et vous avez répondu comprendre et pardonner. Toujours via Orange, il y a une question qui nous arrive de Serge Papin, qui dirige Système U. Serge Papin qui vous demande, vous avez évoqué le souhait de nouveaux modèles productifs pour l'agriculture. Quelle serait alors la place de la grande distribution dans leur élaboration? Aucune place. La grande distribution n'a rien à voir avec les techniques et les modèles de production agricole. Il s'agit d'agronomie.
Il s'agit de techniques de production. Donc je ne vois pas quel est le rapport. La grande distribution distribue des produits finis, transformés, très bien. Là, il s'agit de se poser les questions pour savoir comment on réussit à assurer une transition vers la durabilité pour l'ensemble de l'agriculture. Il ne s'agit pas uniquement de dire et de fixer les objectifs en termes de surface, par exemple, pour l'agriculture bio qu'il faudra développer. Il s'agit aussi de se poser la question de la transition globale de l'agriculture. Moins de pesticides, moins d'herbicides, moins de consommation énergétique, moins d'engrais minéraux. C'est ça l'enjeu. Et il y a des modèles aujourd'hui, il y a des techniques qu'il faut développer. Et c'est ça... Mais est-ce que ça veut dire que la logique environnementaliste va dominer? C'est pas une logique environnementaliste. C'est une logique qui consiste à dire que sur les pesticides, comme les herbicides, la chimie, on peut faire aussi bien avec beaucoup moins. Et ça serait complètement ridicule de se priver de cet enjeu-là. Deuxièmement, moins vous consommez de consommation intermédiaire, moins vous avez de risque de polluer, et plus vous êtes capable de dégager, je le rajoute pour les agriculteurs, de la marge brute à l'hectare. Donc il y a à la fois un intérêt écologique, environnemental et économique. C'est l'enjeu du débat que je vais ouvrir sur ces questions. Donc raccourcir les circuits économiques. Non, là, je vais répéter, je ne vois pas quel est le rapport avec les circuits économiques. Vous me parlez de modèles de production, c'est-à-dire les techniques culturales. Oui, comment on produit? Vous êtes dans un jardin, quand vous faites du jardin, vous bêchez, vous semez et vous récoltez. Après, on distribue et on transporte. Eh bien, pour bêcher, on peut se passer du bêchage, par exemple. Vous pouvez mettre de la moutarde, vous allégez votre terrain, vous coupez votre moutarde, vous pouvez fixer de l'azote, et derrière, vous pouvez semer. C'est un changement de technique culturelle. C'est la réponse à M. Papin, en tous les cas. Exactement. Et ça, la grande distribution, pensez bien. Je me souviens de la polémique après les attentats terroristes à Toulouse à la fin du quinquennat, et notamment de la volonté du Parti socialiste de créer une mission d'information parlementaire pour comprendre un peu les zones d'ombre dans cette affaire-là. Et pourquoi aujourd'hui vous condamnez la publication des enregistrements audio du terroriste avec son agent traitant, alors que justement ils font apparaître ces enregistrements, les fameuses zones d'ombre que vous soupçonniez à l'époque. Moi, je pense, le problème qu'il y a là aujourd'hui, c'est que les victimes, parce qu'il faut y penser, ont découvert ces enregistrements, comme tout le monde, à la télévision. Elles sont les premières concernées. On ne peut pas faire ça comme ça, sans avoir une discussion sur les enjeux, sur le rôle, et les prévenir ou discuter avec elles. C'est ça qui me choque. Parce qu'au bout du compte, il y a besoin là-dessus d'y voir clair. Il y a un jugement, il y a une enquête qui doit être faite. Mais vis-à-vis des victimes, et ça je l'ai dit, je le répète, j'ai trouvé que c'était une manière qui consistait à dire j'informe tout le monde, mais je ne me préoccupe pas des victimes. C'est quand même elles qui ont subi le plus lourd préjudice. Une mise en garde de CSA, c'est-à-dire pas de sanction, quoi. C'est juste un petit avertissement, ça vous paraît suffisant? Mais moi, je ne peux pas parler à la place du CSA. Je vous dis ce que je pense. Je pense que c'était pas bien de faire ce qui a été fait et d'annoncer ça comme ça, de le donner au grand public sans avoir ni prévenu ni discuté avec les victimes. Très bien. Merci à vous. Merci. Perrine, c'est le dernier preuve par 3 de la saison. On vous souhaite d'excellentes vacances. Vous reviendrez plus tard. Et on vous souhaite un très bon été et à très vite. Un homme qui appartient, je ne sais à quel trop pays ou quel continent, et qui accepte de donner sa vie pour un pays dont il n'est pas. Pour moi, c'est le comble de l'abnégation. Français par le sang versé. Poussez-vous là, dégagez! Ou comment une loi a fini par permettre aux légionnaires blessés au combat d'acquérir la nationalité française. On a servi à un pays avec des armes. Étant blessé, pour moi, ça créait un lien. Je sais pas, ça m'a dit que maintenant, je vais finir ma vie ici. Français par le sang versé, samedi à 22 h sur Public Sénat. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans En route vers la présidentielle. L'élection présidentielle de 2012, en tout état de cause, sera extraordinairement difficile. Je sais qui est ma candidate, c'est Eva Joly. L'adversaire, c'est la droite. Le grand courant du centre en France a le droit et le devoir d'être présent dans cette élection. Il faut faire ce que Marine Le Pen a dit. En partenariat avec Radio Classique, En route vers la présidentielle, tous les matins à 8h15, en direct sur Public Sénat.
Chaque année, 70 000 personnes sont hospitalisées sans leur consentement. Alors que la loi qui encadre ces hospitalisations vient d'être réformée, la réalisatrice Lorraine de Bézieux a enquêté sur le monde de la psychiatrie. J'avais envie de parler d'un sujet qui me semble encore très tabou. Je pense que la folie fait peur encore aujourd'hui et que j'avais envie de parler des fractures de la société, ça en fait partie. Et je pense que c'est une manière d'écrire la société que de raconter comment la société traite ses fous. C'est un enjeu important. On dit souvent des prisons aussi, c'est une façon aussi de voir quel est le niveau d'une société. Exactement. De voir comment elle gère à la marge les personnes qui ne sont pas dans le circuit commun, et qui sont privées de liberté. C'est un enjeu important parce qu'il y a à peu près 70 000 personnes qui sont hospitalisées sous contrainte par an et que ça correspond à peu près au nombre de personnes qui sont incarcérées. C'est équivalent. Donc c'est vrai que c'est comparable, l'enjeu est important et il nous semblait important de donner la parole aux personnes concernées. Qu'est-ce qui est dur dans l'histoire quand on est la mère d'un enfant comme ça qu'on demande à hospitaliser? C'est quoi? C'est la trahison qu'on semble lui faire? La peur de se tromper? C'est quoi? Non, là j'avais pas peur de me tromper. De toute façon, je suis pas toute seule dans le cas. Une mère ne peut pas hospitaliser son enfant de force s'il n'y a pas l'avis du psychiatre. Donc il y a des médecins qui vous appuient ou qui disent non ou qui disent oui. Mais il n'y a pas que vous le demandez. Mais bon, ce qui est, c'est vous voyez votre enfant partir dans une ambulance en ayant eu une piqûre calmante de force dans la fesse. Voilà, et vous suivez, vous arrivez en pleine nuit dans un hôpital psychiatrique, que ce soit Sainte-Anne ou Paul Guiraud ou d'autres, c'est quand même un peu style asile du 19e siècle. Hein. Donc voilà, ma fille me disait, tu m'as fait interner chez les fous. Non, je t'ai fait hospitaliser parce que tu es malade et tu as besoin d'être soigné. Elle vous l'a reproché, j'imagine, de nombreuses plusieurs fois. Oui. C'est terrible pour avoir la confiance. Après récupérer, elle comprend pas, elle veut pas. Et puis petit à petit, il y a quand même une espèce de compréhension que ça n'est pas vraiment pour lui faire du mal et qu'elle y trouve aussi, elle a fait la démarche elle-même parfois d'y aller seule. Vous en êtes là aujourd'hui, elle est en hospitalisation libre, hein, comme on dit, c'est ça, elle choisit d'y aller. Oui. Donc c'est une évolution dans son traitement et dans son état. Oui, extrêmement. Et donc elle a admis qu'au fil du temps, que vous ayez fait le bon choix que d'appeler des médecins pour la contraindre à se faire soigner. Oui. C'est ça? Oui, en gros c'est ça, oui. Concrètement, comment ça se passe quand on rentre comme ça, hospitalisé à la demande d'un tiers ou d'office dans un hôpital? On n'est pas libre, on est enfermé, on est contraint, on est attaché, on est enfermé dans une chambre, on est quoi? On est avant tout protégé. C'est le mot qui est... concrètement, la vérité, c'est quoi? Pour protéger... La vérité des faits. Mais dans toute la médecine, il y a des mesures qui sont prises quand on reçoit quelqu'un qui est à moitié dans le coma. On va prendre toutes les dispositions pour qu'il ne se fasse pas de mal en tombant. Nous devons faire en sorte que, puisqu'il n'est pas conscient des troubles dont il souffre, qu'il ne quitte pas l'hôpital immédiatement, qu'il ne se fasse pas du mal, qu'il ne fasse pas de mal à d'autres patients. Enfin, c'est toutes ces mesures de... J'ai parlé à tort tout à l'heure d'incarcération, mais on est quand même dans une logique de privation, de contrainte. On peut donner un traitement à quelqu'un qui le refuse, on peut le voir sous... à tous les usages et toutes les règles. On peut le voir sous ce regard-là, mais pour moi, c'est la protection. C'est pas une critique. Oui, c'est une protection nécessaire et qui n'est pas discutable. L'arrivée du juge, c'est très très difficile à vivre pour les psychiatres qui jusqu'à présent étaient un peu maîtres chez eux et qui sont maintenant obligés effectivement de justifier encore une fois la privation de liberté. Nous avons eu de longs débats à l'Assemblée pour savoir si le juge devait aussi intervenir dans l'obligation de soins. Et il nous est apparu, nous députés, toutes tendances politiques confondues, l'obligation de soins à domicile. À l'extérieur. À l'extérieur, qui est une nouveauté de la loi aussi. Indépendamment. On peut obliger les soins, mais là, il n'y a pas le regard du juge pour l'instant. Indépendamment, de la privation de liberté. Il nous a semblé que le juge n'avait pas à intervenir sur l'obligation de soins. Ça, c'est le rôle du médecin, c'est le rôle du psychiatre. À côté de ça, la notion de privation de liberté, elle est fondamentale. Et ça, ce n'est pas du ressort du médecin, c'est vraiment du ressort du juge de la liberté. Qu'est-ce qu'il connaît, le juge, à savoir si tel ou tel patient est en mesure ou pas de sortir? Alors, ça se passe plus ou moins bien selon que les juges se déplacent à l'hôpital ou pas. Nous avons aujourd'hui, dans les auditions que nous avons menées, le premier bilan montre qu'environ 30% des juges se déplacent dans les hôpitaux. Et dans ce cas-là, ça se passe globalement très bien. Est-ce qu'ils comprennent bien que vous êtes de leur côté et pas en face? Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont véhéments? Est-ce qu'ils revendiquent? Est-ce qu'ils protestent? C'est très variable. C'est-à-dire que
il y a un certain nombre de patients qui comprennent